La maison qui s'envole de Claude Roy. La maison qui s'envole, illustration de Georges Lemoine. Chapitre 1er, où il est question d'une maison très tranquille qu'ils appellent les Glycines, mais qu'on appelle d'habitude la maison. Il y a des maisons qui ont toujours l'air de vouloir s'envoler. On les appelle Zéla, un peu de travers, au coin de la route, avec leurs fenêtres et leurs portes et leurs petites cheminées qui soufflent de toutes ses forces, une fumée de toutes les couleurs grises, bleues, blanches. On les a posés là, mais un coup de vent pourrait les emporter. Un coup de vent pourrait venir, un coquin de vent qui s'y flotte, les mains dans ses poches, et hop, et oup, il n'y aura plus de maison au coin de la route. Il y aura seulement, par-dessus les nuages, une petite maison voltigeante, avec ses portes et ses fenêtres. Ouverte sur le soleil, la lune et les étoiles, une petite maison légère qui se promènerait et la fumée de ses cheminées se mélangerait aux nuages. Il y a des maisons qui ont toujours l'air de vouloir s'envoler. Ce ne sont pas des maisons sérieuses. Et puis il y a des maisons tristes, pesantes, pleines de gravité, de lourdeur, de mélancolie. Le collège par exemple, avec ses murs gris, ses barreaux, son toit d'ardoise sombre, sa méchante cloche réveilleuse. Ah, pas de danger que le collège s'envole, lui. Le vent peut souffler, gronder, se redémener, danser pendant les nuits d'hiver. Une sarabande coléreuse, rien à faire. Les murs couleur de chagrin sont solidement enfoncés dans la terre ferme. Les barreaux des fenêtres sont cramponnés aux pierres. La cloche ne sonnera qu'au petit jour pour arracher les dormeurs à leurs rêves. On ne risque pas, avec le collège, de se réveiller un beau matin avec les fenêtres ouvertes sur une prairie de gros nuages, tout blanc, rond, cotonneux, où les martins pêcheurs volent en compagnie des étoiles filantes, et où les cloches pendant la semaine de Pâques, où les martins pêcheurs volent en compagnie des étoiles filantes, et où les cloches pendant la semaine de Pâques se promènent entourées de grands buissons d'hirondelles et de mouettes. La maison où Hermine, Jules, Éric et Jacques passaient leurs vacances n'était ni une maison trop légère, ni une maison trop sérieuse. C'était une bonne, épaisse et joyeuse grosse maison. Une maison bien à l'aise au milieu de son parc et de ses pièces d'eau, et qui n'avait pas du tout envie de s'envoler sans crier gare. Il y avait autour d'elle 3 oiseaux, trop de fleurs, trop de jets d'eau, d'animaux, d'enfants, de rayons, de soleil et de libellules. Trop de jeux et de cris pour que ce soit une maison triste. La maison d'Hermine, Jules, Éric et Jacques était une maison heureuse avec des murs blancs, un toit rouge, des contrevents verts, couverte de lierre du côté du couchant, couverte de glycines du côté du levant, avec des nids de chardonneret et des cheminées aussi gaies que celles d'un paquebot transatlantique, en route vers le grand large. La maison d'Hermine, Jules, Éric et Jacques était une très agréable maison. Elle s'appelait les Glycines, mais les enfants l'appelaient la maison. Chapitre 2. Où il est question de 4 enfants nommés respectivement Hermine, Éric, Jacques et Jules. Les enfants s'appelaient Hermine, Jules, Éric et Jacques, mais monsieur et madame Petit-Minet les appelaient tout simplement les enfants. Ce qu'on aime bien n'a pas de nom. Les enfants disaient la maison et ils étaient heureux. Les parents disaient les enfants et ils étaient très contents, car c'était vraiment de très beaux enfants, quoique un peu désobéissants. Hermine, qui était l'aînée, avait des cheveux blonds, couleur de maïs, tressés en 2 grandes nattes. Elle les nouait avec un ruban dont la couleur était différente chaque jour de la semaine. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Elle avait aussi de grands yeux, couleur d'eau froide, des yeux raisonnables et attentifs. Éric le second était aussi brun que sa sœur était blonde, mais aussi bavard qu'elle était calme, aussi malicieux qu'elle était douce. Cet enfant ne sait pas quoi inventer pour nous faire enrager, disaient les parents. Mais ce n'était pas vrai, car ils savaient très bien quoi inventer. Ils inventaient toute la journée, et même en dormant.
Jacques l'écoutait inventer des aventures, des mécaniques, des explorations, et il gardait la bouche grande ouverte, toute ronde. Tellement les inventions d'Éric l'étonnaient. D'ailleurs, tout étonnait Jacques. Il ne parlait jamais que pour poser des questions. À force de poser des questions, il aurait dû être savant. Mais comme il l'oubliait tout de suite, ce qu'on lui avait répondu, il était très ignorant. Si je savais tout, pensait-il, je ne pourrais plus poser de questions. Et c'est tellement agréable d'interroger. Jules ne parlait jamais, et d'ailleurs, il n'avait jamais essayé. On l'appelait le petit Jules ou bien bébé. Et vraiment, il était très petit. Il avait dit un jour papa. On avait cru qu'il allait se mettre à parler, mais ça avait été une fausse alerte. Les parents avaient fait tant d'histoires en annonçant que bébé parlait, qu'on ne lui avait pas repris, on ne l'y avait pas repris. Il gardait ses pensées pour lui, comme cela. On ne risque pas d'ennui. Il n'avait pas beaucoup de dents, pas beaucoup de cheveux non plus. Mais ils aimaient bien ce qu'il avait. Quand on n'est pas très riche, on apprécie mieux ce qu'on a. Hermine et Eric étaient pensionnaires. Ils arrivaient à la maison tous les ans, le 12 juillet. Grand-père et Nounou gardaient Jacques et le petit Jules. À 11 heures, on allait à la grille du parc attendre la voiture vers, qui faisait vers 1 heure son entrée triomphale. Hermine et Eric étaient couronnés de lauriers en carton et de gros livres rouges à tranches dorées s'éparpillaient sur leurs genoux. C'étaient les prix qu'ils avaient gagnés. Monsieur et Madame Petit-Minet et grand-père étaient très fiers de leurs aînés. Jacques se disait que quand ils auraient posé toutes les questions qu'il y a à poser dans le monde, on lui donnerait aussi un gros livre rouge et or, avec la réponse à toutes les questions. Le petit Jules ne disait rien, et il montait dans la voiture sur les genoux de son père, qui lui chatouillait le menton en s'écriant « Ah, Gili, Gili, Guillou, Poupoudrou, Dada !» Oh, le beau petit Raminé, Ramino, Ramina Grobi. C'était sans doute pour lui apprendre à parler le français. La voiture allait s'arrêter devant le perron, où les glycines mauves s'inclinaient vers les enfants pour leur souhaiter, avec leurs couleurs et leurs parfums, de bonnes vacances. La cloche sonnait, mais ce n'était pas cette fois-ci pour réveiller les écoliers ou les faire aller en classe. C'était la cloche du parc qui annonçait le premier déjeuner des vacances. Poulet rôti, crème au chocolat et un doigt de vieux vin dans le verre de tous les enfants, à l'exception du petit Jules, mangeur de soupe au lait. « Les enfants sont là, disait Nounou. Les enfants sont là, criaient les hirondelles. Les enfants sont là, miaulait Léonard le chat. Les enfants sont là, aboyait Castor le chien. Beuglaient les vaches dans les prés. Et cela voulait dire les enfants sont là. Et la maison faisait avec cette huile rouge le gros dos au soleil, en ronronnant derrière ses persiennes, close contre le soleil du milieu du jour. Les enfants sont là. Voilà les vacances. Les enfants sont là, disait grand-père, et il s'endormait. Chapitre 3. Où il est question des jeux auxquels les enfants, petits minés, emploient leurs vacances. Après le déjeuner, Nounou venait prendre Jacques pour l'emmener faire sa sieste. Mais le premier jour des vacances est un grand jour, et Jacques fut dispensé du sommeil quotidien, obligatoire et, malgré tout, délicieux. Car il est délicieux d'être enfermé tout seul dans une grande chambre blanche, au volet clos, où une mouche égarée fait bzz, bzz, où les draps blancs sentent la lavande, et les prés, où une pendule fait sagement tic-tac, et où le soleil vient doucement vous fermer les yeux, comme un papillon qui se pose sur la main. « Allez jouer, dit Madame Petit-Minet. Mais ne vous mettez pas en nage, et surtout ne réveillez pas Jules. » Les enfants se sauvèrent dans le parc. Hermine et Eric se précipitèrent dans les branches du grand sapin. Jacques avait trop peur, il resta en bas. Le grand sapin était pourtant bien rassurant, avec ses branches en escalier, son ombrage amical. Les branches en escalier, son ombrage amical, ses cachettes depuis longtemps explorées, et le sommet vacillant d'où l'on découvre la maison, les bois, les prés, la ferme. Tout un monde qu'on voit sans être vu. Mais Jacques avait peur, il attendait au pied du tronc résineux, et il jouait au petit mousse, celui qui est trop jeune pour monter dans le grand mât, mais assez expérimenté pour tenir la barre. « Une île déserte à bâbord !» criait Eric et Hermine. « Un corsaire à tribord !» Un grillon chantait sa petite romance. Zi, zi, ziz, zi,
zizi, ziz. Comme le souffle du large dans la mâture, et le moussaillon Jacques improvisait une complainte de haute mer qu'il se chantait à lui-même. Le vent dans les voiles souffle et vole et va. 1001 étoiles s'allument là-bas. N'amasse pas mousse, tu seras mangé. Le vent sur la mer pleure et vente et vive. Hermine est dans l'air. J'entends Jacques crier à la courte paille, tu seras tiré. Et le petit mousse, tout seul sur le pont, seul, sans la brise douce, caressait son front. On mangea le plus jeune, le mousse au chocolat. Capitaine, criait-il ensuite. Capitaine, quels sont les ordres? Et Eric répondait toujours. La barre toute, et tirons à la courte paille. Non, non, hurlait Jacques, qui ne tenait pas du tout à être mangé. Mais on finissait toujours par tirer à la courte paille. Et c'était toujours le mousse qui était mangé. Jacques n'était pas content du tout d'être mangé. Il pleurait, et il fallait qu'Hermine le console en lui expliquant que ce n'était pas pour de bon, et qu'il ne serait pas vraiment mangé. Pourquoi est-ce que je ne serais pas mangé, disait-il. Parce que tu es trop petit. Dans la chanson, c'est le plus jeune qui a mangé. Ce n'est pas toi le plus jeune, c'est Jules. Alors Jacques pleurait encore. Je ne veux pas qu'on mange Jules, je ne veux pas qu'on mange Jules. Mais ce jour-là, il ne fut question de manger personne. Eric cria. Navire inconnu à bâbord. Hermine répéta. Navire inconnu en vue. Et tout fut changé. Eric et sa sœur dégringolèrent 4 à 4 des branches de ces grands sapins. Un garçon noireau et déguenillé venait d'apparaître à la grille du parc. Et tout l'équipage, le capitaine, le matelot et le mousse se précipitèrent pour l'accueillir. Chapitre 4. Oui, ou à Paris un jeune homme nommé Ludovic, vagabond, qui jouera plus tard dans cette histoire un rôle important. L'inconnu avait peut-être 16 ans. C'était un grand gaillard maigre, les cheveux en broussailles, des yeux sombres et vifs, brunis par le soleil poussiéreux, les pieds nus. Il tenait d'une main un petit baluchon qui devait renfermer tout son bien, et de l'autre, enveloppé dans un grand foulard rouge, délavé et passé, il portait un violon. Salut, dit-il. Les enfants le dévisagèrent avec surprise. Bonjour, monsieur, dirent-ils poliment. Est-ce que vos parents sont là? Je viens demander du travail. Je sais tout faire, rempailler les chaises, rétamer les casseroles, réparer la porcelaine, battre à la machine, jardiner, peindre, coller. Je sais aussi jouer du violon, distraire les grandes et les petites personnes, faire des tours de cartes, de magie noire, de magie blanche, guérir les maux de dents, ramoner les cheminées, danser, jouer la comédie. J'ai beaucoup marché. Il fait très chaud, je voudrais bien manger et trouver du travail. Oh, monsieur, s'écria Hermine, jouez-nous un petit air sur votre violon. Pour vous faire plaisir, je vais vous jouer une valse de bohème. Il posa son baluchon, sortit son violon, et en jouant avança avec les enfants vers la maison. Il penchait la tête sur son violon, et quand il eut préludé, il se fit dans le parc un grand silence. Les oiseaux cessèrent de se chamailler, les grillons s'arrêtèrent de criser, l'eau des jets d'eau retomba d'elle-même, les gouttes caressèrent sans faire de bruit la surface des bassins, et les enfants dans l'allée marchèrent sur la pointe des pieds. C'était une musique triste et joyeuse, douce comme la pluie du juin, brillante comme le soleil à son lever, imprévue comme un feu d'artifice. Une musique qu'on aurait écoutée pendant des jours et des nuits, sans songer à autre chose, sans endormir ni s'éveiller. Une musique sauvage et insinuante, bondissante et paisible. Hermine, Eric et Jacques retinrent leur souffle et sur l'archet du violonneux, un rossignol vint se poser. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Petit-Minet venait d'apparaître sur le perron de la maison. Il avait l'air très en colère, et il fronçait les sourcils. Eric, Jacques, Hermine, venaient ici. L'inconnu cessa de jouer. Le rossignol s'envola. Le parc entier redevint sonore, bruissant, chantant. Le jeune homme s'avança vers monsieur Petit-Minet. Bonjour monsieur, je viens demander du travail à un coin pour dormir. Je sais tout faire, empailler les chaises, ratamer les casseroles, réparer la porcelaine. Vous devez surtout savoir tordre le cou aux poules et faire un mauvais sort au lapin. Nous n'avons besoin de personne ici. Vous pouvez passer votre chemin. Le jeune homme devint tout rouge. Mais monsieur, balbutia-t-il. Mais papa, implorèrent les enfants. Papa, dit Hermine en se suspendant au bras de monsieur Petit-Minet. Tu devrais écouter monsieur jouer du violon. Quand on sait si bien jouer du violon, on ne peut pas faire de mal aux poulets ni aux lapins. N'insistez pas, reprit monsieur Petit-Minet.
Je sais ce que je dis. Et vous, jeune homme, que je ne veux que je ne vous y reprenne plus à vagabonder dans mon parc. Disparaissez le plus vite possible. Le jeune homme jeta un regard noir et chargé de colère à celui qui le chassait si brutalement, et disparut sans se retourner. Vous, mes enfants, que je ne vous vois plus en train de jouer avec les cheminots, sans cela, gare. Et monsieur Petit-Minet rentra dans le salon pour terminer son café. Dès qu'il eut disparu, Hermine entraîna Eric et Jacques. Ils coururent jusqu'à la petite porte du parc qui donnait sur la route et l'ouvrirent. Le vagabond était assis au bord du chemin, sous un grand peuplier. Il avait l'air triste et découragé. Les enfants s'approchèrent doucement de lui. Écoutez, monsieur, il ne faut pas vous tourmenter. Eric va venir chercher quelque chose dans le garde-manger. Et faites attention, ni Anne ni Nounou ne te voient. Vous allez déjeuner et vous reposer un petit peu. Et vous pourrez ensuite aller à la ferme du père Casgrain, où l'on a sûrement besoin d'ouvriers. Vous êtes de braves enfants, dit le jeune homme. Et aussi vrai que je m'appelle Ludovic. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Ludovic mangea ce qu'Éric avait rapporté, but un coup à une source et quand il quitta les enfants, il était devenu les amis du violonneux. Ludovic disparut au bout de la route en leur faisant de grands signes de la main. Chapitre 5. Comment les enfants furent pris de la passion de démonter les choses et commencement des ennuis qu'ils en éprouvèrent. À quelques jours de là, les parents durent s'absenter. Ils avaient été invités par le général Dourakine à passer une semaine dans sa propriété en compagnie du capitaine Grant, de monsieur et de madame Chopard, du capitaine Corcoran et du sapeur Camembert. Grand-père surveillera les enfants, déclara monsieur Petit-Minet, et Nounou s'occupera d'eux. Parfaitement, dit grand-père, et il s'endormit. Monsieur et madame Petit-Minet mirent leurs beaux habits, des gants couleur de beurre frais et de crème chantilly, et ils dirent aux enfants, « Surtout soyez sages, ne démontez pas la pendule du salon et ne jouez pas avec les allumettes. » Bien entendu, dirent les enfants, qui étaient en train de jouer à l'île déserte. Et dès que les parents eurent le dos tourné, ils se précipitèrent dans le salon pour démonter la pendule, et à la cuisine pour chercher des allumettes. C'est une bonne idée ce qu'ils ont eu là. On va bien s'amuser en démontant la pendule et en jouant avec les allumettes, disait Eric. Ces enfants étaient très désobéissants. Quand la pendule du salon fut démontée, Jacques allait chercher grand-père et lui demanda pourquoi la pendule ne marchait plus. Grand-père fut très mécontent. Il tira sur sa barbe, s'assit dans un fauteuil et se décida à dire parfaitement, puis il se rendormit. Alors Jacques voulut jouer avec les allumettes et mettre le feu à la barbe de grand-père pour voir ce qui arriverait. Mais Hermine lui expliqua que c'était défendu. Pourquoi, dit Jacques, et Hermine lui raconta l'histoire des barbes de ciel. Il y a deux sortes de barbes, les barbes ordinaires et les barbes de ciel. Les barbes ordinaires sont des barbes en vrai poil, des barbes qu'il faut peigner, couper, ratisser, des barbes qui peuvent être de toutes les couleurs, brunes, blondes, châtain, grises. Il y a des gens tout à fait quelconques et sans mérite particulier qui ont des barbes ordinaires, mais les barbes de ciel sont une récompense qui est accordée seulement aux personnes très vieilles, très savantes, très sages. Quand un monsieur a été toute sa vie travailleur, obéissant, bon et raisonnable, une nuit d'été, un tout petit morceau de nuage blanc se détache du ciel, entre par la fenêtre et vient se poser sur son menton, pour ne plus jamais s'en aller. C'est une barbe de ciel. Les grands-pères, les membres de l'Académie française, les maîtres d'école et les professeurs ont presque tous droit au port de la barbe de ciel. C'est la plus haute récompense du bon Dieu. C'est aussi la plus recherchée. Aussi ne faut-il jamais approcher une allumette enflammée d'une barbe de ciel. Jacques écouta l'histoire en tournant des yeux ronds comme des billes d'agate. Mais ce n'est pas vrai, dit-il. Bien sûr, répondit Hermite, seulement c'est joli. Comme il aimait les histoires jolies, même quand elles ne sont pas vraies, Jacques demanda.
Pourquoi est-ce qu'il y a tant de sortes de pendules et de montres différentes? Alors Hermine lui raconta l'histoire de la forêt et des arbres à pendules. Il y a dans les montagnes noires de l'autre côté de l'horizon une forêt de penduliers, une grande, immense, profonde forêt. Les penduliers sont une espèce d'arbre très particulier qui porte comme fleurs et comme fruits des pendules, des montres, des réveils matins, des montres bracelets, des montres goussées, des couscous et des cadrans lumineux. Quand on entre dans la forêt des arbres à pendules, on croirait entendre un grand vent remuer toutes les branches. C'est le tic-tac des milliers de montres et de pendules qui vêchent de mûrir au soleil. Les bûcherons des montagnes noires s'appellent les bûcherons horlogers. Ils soignent les penduliers, les arrosent, les greffent, les émondent et empêchent les mauvaises herbes, la pluie, la sécheresse et le vent de leur faire du mal. Si on ne les soignait pas avec beaucoup de patience, les penduliers seraient malades et pousseraient tout de travers. Il y a des penduliers malades dont les fruits sont mauvais. On dit qu'ils avancent ou bien qu'ils retardent. Quand un pendulier avance ou retarde, surtout si c'est un pendulier de l'espèce pendulier réveil, c'est très ennuyeux. Parce qu'au lieu de sonner avec tous les autres penduliers, si c'est un pendulier ou de l'espèce pendulier réveil, c'est très ennuyeux. Parce qu'au lieu de sonner avec tous les autres penduliers réveil à 7 heures du matin, il sonne avant ou après. Drélin, lin, lin, ling. Et c'est très désagréable. Alors le bûcheron horloger vient voir l'arbre à pendule avec un grand sécateur et il le remet en bonne santé. Mais ce n'est pas vrai, s'écria Jacques. Hermine haussa les épaules. Bien sûr, mais c'est joli. Et grand-père qui venait d'ouvrir un œil conclut. Parfaitement. Puis il se rendormit. Chapitre 4. Chapitre 6, pardon. Comment les choses, en ayant assez d'être démontées, prirent de grandes décisions. Le lundi matin, donc les enfants démontèrent la pendule du salon. Le lundi après-midi, ayant trouvé cela très amusant, très intéressant et très instructif, ils démontèrent le moulin à café de Maria, la cuisinière. Le mardi matin, ils démontèrent le piano à queue, c'était un gros morceau, et cela leur donna beaucoup de soucis. Le petit Jules était venu les aider et il tomba dans le piano. Il fallut envoyer une expédition de secours avec des cordes, des pioches, une échelle et des piolets. Le petit Jules avait eu très peur. Le mardi après-midi, ils achevèrent de démonter le piano à queue. Le mercredi matin, ils démontèrent la suspension de la salle à manger. Le petit Jules voulut les aider et a failli s'envoler avec la suspension. Hermine avait ouvert la fenêtre et le courant à l'air balançait dangereusement la suspension. Elle risquait de s'échapper comme un ballon dirigeable. Mais Eric tira très fort sur le fil électrique et la suspension resta entre leurs mains avec son passager. Le mercredi après-midi, ils démontèrent le poste de TSF. Le petit Jules, ayant avalé le haut-parleur, se mit à parler en anglais, en allemand, en chinois et en espagnol. On crut qu'il avait enfin le don de la parole. C'était une fausse alerte. Hermine lui tapa dans le dos. Il rendit le haut-parleur et redevint muet. Le jeudi matin, tout changea. Quand Maria trouva le moulin à café en petits morceaux, elle estima cela très déplaisant, et se mit dans une grande colère. Elle alla voir Nounou et lui dit « Il faut punir les enfants, ils ont démonté le moulin à café. » « C'est bien mon avis, dit Nounou qui se rendit auprès de grand-père. « Il faut punir les enfants, lui dit-elle. Ils ont démonté la pendule du salon, le moulin à café de Maria, le piano à queue, la suspension de la salle à manger, le poste de TCF. Et si on les laisse faire, ils vont démonter la maison tout entière. » Parfaitement, s'écria grand-père, et il se rendormit. Nounou leva les bras au ciel, prit le petit Jules avec elle, et se réfugia dans le jardin en pleurant. Malheur, disait-elle, malheur, il n'y a rien à faire pour arrêter ces enfants. Ils sont vraiment trop désobéissants. Ah, si les parents étaient là, mais les parents venaient justement d'écrire qu'ils ne rentreraient pas encore, car ils se trouvaient très bien dans la maison du général Doucaré d'Orakine. Heureusement, à l'exception de grand-père qui dormait, ce qu'avait dit Nounou n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ils vont démonter la maison tout entière, expliqua le père Coco au chat Léonard. Et le chat Léonard qui se promène
dans toute la maison confiée à l'armoire à glace du premier étage. Ils veulent démonter la maison tout entière. L'armoire à glace, qui est très raisonnable, parce qu'elle réfléchit beaucoup, glissa à l'oreille des tissonniers. Ils ont l'intention de démonter la maison de haut en bas. Les tissonniers informèrent la commode, qui passa le mot aux armoires et aux coffres, qui prévinrent les lampes, qui firent signe aux fauteuils et aux chaises, qui apprirent la même chose à Nicodème, le serin, et à Pulchérie, la perruche. Le serin et la perruche se répétèrent toute la journée. Ils vont démonter les serins et les perruches pour voir comment c'est fait. Ils vont démonter les serins et les perruches. Et ils pleuraient comme savent pleurer les serins et les perruches, toutes les larmes de leur corps. C'est bien inutile de pleurer, gronda le grand poil de l'entrée. Et ça ne vous en avancera pas. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, dirent les armoires à glace. Il faut passer à l'action, reprirent les chaises et les fauteuils. À l'action, s'écrièrent les miroirs. Action, conclurent les armoires. Et la cuisinière, pas Maria, la cuisinière de Fontémeillet, la cuisinière qu'on venait d'allumer, rugit. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Le soir même, quand tout le monde fut couché dans la maison, les objets ménagers et les animaux domestiques, leurs amis, tinrent un grand conseil de guerre. Ils entrèrent en cortège solennel dans le salon, fraternellement unis dans les vases de Chine bras dessus bras dessous, avec les chaudrons, les casseroles auprès des tapis de Perse, les chaises en bois blanc de l'office, à côté des fauteuils de tapisserie du fumoir et la râpe à gruyère fermait la marche. L'armoire à glace présidait. On chanta l'hymne des objets ménagers qui commence comme cela. Nous sommes objets quotidiens, sages et rangés, satisfaits d'un rien. On nous époussette, on se sert de nous. Lampes, allumettes, tapis et bougies, balais et fauteuils, rideaux et miroirs, objets sans orgueil. Du matin au soir, nous servons les hommes, très utilement. Fidèles nous sommes, tout le long de l'an. La séance est ouverte, déclara l'armoire à glace. La parole est au chat Léonard. Je veux parler le premier, s'écria alors le perroquet Coco. Il y eut un grand tumulte qui s'apaisa enfin, et les délibérations commencèrent, ce qui fut décidé, mais vous allez bien le voir. Chapitre 7. Ce qu'il advint des décisions prises par les choses et comment réagirent les enfants. Le jeudi matin, quand les enfants se levèrent, « Qu'allons-nous démonter aujourd'hui » demanda Eric. « On va démonter les boules de cuivre de l'escalier pour voir ce qu'il y a dedans » décréta Hermine. « Très bien, dirent-ils. Et ils se précipitèrent dans l'escalier pour commencer. Mais l'escalier qui les avait entendus ne les accueillit pas comme d'habitude. Ordinairement, un escalier est une chose solide, ferme, résistante, sur laquelle on se sent bien à l'aise quand on sait marcher. Ce jour-là, l'escalier avait un drôle d'air. Il ondulait comme une couleuvre dans l'herbe. Il oscillait de gauche à droite. Quand on voulait s'accrocher à la rampe, celle-ci devenait molle comme un bâton de guimauve. Le tapis frétillait sous les pieds comme une peau de chat qu'on caresse à rebrousse-poil. Hermine fit un pas, 2 pas. Jacques la suivit. Eric les regardait sans comprendre ce qui se passait. Il s'engagea à son tour et quand il crut mettre le pied en descendant sur la deuxième marche, plouf! Celle-ci se baissa. Eric tomba, glissa, déglingola l'escalier, alla se cogner le front contre une des boules de cuivre de la rampe et se retrouva assis sur le tapis brosse d'en bas. Avec un très gros mal au cœur et une énorme bosse sur la tête, Hermine et Jacques, terrorisés, s'étaient assis sur la 4e marche et se cramponnaient l'un à l'autre. Jacques commençait à avoir le mal de mer. L'escalier se balançait, montait, redescendait, se rebroussait, mélangeait ses marches. Les 2 enfants entreprirent de remonter à 4 pattes, mais c'était très difficile. Heureusement pour eux, à ce moment-là, Nounou entra. Et comme par enchantement, l'escalier redevint un escalier normal, immobile, paisible. « Qu'est-ce que vous avez encore trouvé comme bêtise à faire » s'écria Nounou et en apercevant Eric. « Eh bien, vous êtes dans un bel état. C'est l'escalier » essayèrent d'expliquer les enfants. Mais Nounou haussa les épaules et alla chercher l'arnica pour mettre sur la bosse d'Eric. Ils sentirent qu'elle se moquait d'eux et ils furent très en colère. «
Cet escalier quel hypocrite. L'après-midi, ils décidèrent pourtant, puisqu'il n'y a rien à faire, pour démonter les boules de l'escalier, de s'attaquer au grand lustre du salon. C'était un très beau lustre en verre de Venise, brillant de mille et une facettes. Et il fallut organiser pour l'atteindre un véritable échafaudage. Mais quand Hermine fut arrivée en haut, elle voulut se regarder dans la glace. Horreur! Elle n'était pas seulement désobéissante, elle était également très coquette. Et quand elle voulut s'admirer dans la glace, elle ne trouva qu'une affreuse petite sorcière qui lui ressemblait bien un peu, qui faisait les mêmes gestes qu'elle, levait un bras, tirait la langue, s'inclinait, mais qui était laide. Affreusement laide, terriblement laide. Eric s'approcha de la glace et il vit une sorte de petit monstre et le dévisageait. Une sorte de petit monstre et le dévisageait. Une caricature d'Eric. Un Eric difforme, boursouflé et effrayant à regarder. Les enfants se mirent à pleurer et l'émotion fit tomber Hermine du haut de son échafaudage de tables et de chaises qui s'écroulèrent toutes en même temps. Elle se fit très mal et pleura encore plus fort. Grand-père qui dormait fut réveillé par le tumulte. Il entra dans le salon. Les enfants lui montrèrent le miroir en disant « C'est la glace, c'est la glace !» Mais il n'aperçut dans la glace que son image, parfaitement ressemblante, parfaitement correcte. Il hocha la tête de l'air de se dire « Ces enfants sont un peu fous » et il alla se rendormir dans son fauteuil. Hermine, Jacques et Eric étaient terrorisés. La révolte des choses ne se borna point là. Les animaux et les objets étaient vraiment passés à l'action. Jacques, ayant marché par inadvertance sur la queue du chat, « Vous ne pourriez pas regarder où vous mettiez vos pieds, s'entend-il dire très sèchement. Les lacets de souliers se nouaient d'eux-mêmes pendant la nuit. Les pendules survivantes n'obéissaient plus. N'obéissaient plus à d'autres règles que leurs caprices, marquaient 9 heures quand il était midi et midi quand il était 3 heures. Les branches du grand ormeau venaient la nuit frapper les carreaux de la fenêtre des enfants avec une effrayante régularité. L'encre changeait de couleur à mesure qu'on écrivait. Toutes les plumes faisaient sur leur devoir de vacances de gros pâtés. Le savon dans le bain fondait en un clin d'œil ou bien refusait de mousser. Le sucre refusait de fondre. Le perroquet Coco disait des gros mots. Le serein Nicodème le sifflait comme un merle. Les miroirs faisaient des grimaces. Les tapis vous faisaient des croche-pieds. Les choses étaient révoltées. Et le chat Léonard chantait entre ses moustaches. N'éveillez pas l'objet qui dort. Laissez l'objet à son silence. Être tranquille, c'est son sort. De pauvres choses sans défense, n'éveillez pas l'objet qui dort. Il est méchant quand on l'ennuie. La descente de lit vous mord. La porte bat toute la nuit. Chapitre 8. Qui est la suite, mais non la fin du précédent. Les enfants n'osaient plus ni faire un pas, ni lever le petit doigt. Pendant 3 jours, les choses les tinrent en respect et firent régner la terreur. Maria, la cuisinière, fut elle-même victime de quelques mauvais tours. Quand on voulait les prendre, les casseroles se mettaient la queue en tire-bouchon, comme les cochons roses. Et Maria crut s'évanouir quand le moulin à café se mit à jouer un air d'orgue de barbarie. Mais Nounou lui dit qu'elle avait la berlue, qu'elle avait perdu la tête comme les enfants, et elle n'insista pas, croyant s'être trompée. Pourtant les objets ne sont pas comme les hommes, ils n'ont ni méchanceté ni rancune. Au bout de 3 jours, les enfants s'étaient contentés d'aller jouer à cache-cache dans le jardin. Tout revint dans l'ordre, les horloges et les pendules furent exactes. L'escalier sans surprise, l'encre ne changeait plus de couleur, et les animaux eux-mêmes redevinrent silencieux et affectueux. On ne peut pas jouer tout le temps à cache-cache. C'est encore Hermine qui gâta tout. Ou si nous allions démonter le coucou de la lingerie pour voir comment il marche. Cette proposition fut accueillie avec enthousiasme. Le coucou de la lingerie était prisonnier d'une très belle pendule. Toutes les demi-heures, 2 petits volets s'ouvraient. Le petit oiseau de bois sortait et criait « Coucou, coucou !» autant de fois qu'il y avait d'heures écoulées. Eric prit son beau couteau à 18 lames, Jacques un escabeau, Hermine ses ciseaux et ils allèrent s'enfermer dans la lingerie.
10 minutes plus tard, le coucou libéré s'envolait à travers la pièce en criant « Coucou, coucou ». Il voltigeait partout, s'accrochait aux cheveux d'Hermine. Jacques, affolé, ouvrit la fenêtre et le coucou s'enfuit. On l'entendit sur le grand tilleul qui riait sous sa sous-cape « Coucou, coucou ». C'est sans doute lui qui a appris aux objets de la maison que la guerre avait repris entre les enfants et les choses. Eric avait commis d'ailleurs une erreur terrible en barbouillant avec du charbon le portrait de l'amiral Petit-Minet, grand-père de grand-père, et en lui dessinant de belles moustaches sans pointe. La libération du coucou, de la lingerie, les moustaches de l'amiral, c'en était trop. Le combat reprit. Il fut terrible. Tout ce qui était habituellement inanimé et silencieux devint extraordinairement remuant et tapageur. Tout ce qui était mouvant et sonore devint immobile et muet. Les portes battaient toute la nuit. Les coins et les angles des meubles vous cognaient méchamment au passage. Les abat-jours se soulevaient pour vous envoyer les lumières dans les yeux et vous éblouir. Les clés allaient se cacher dans les coins derrière les armoires fermées à double tour. Ah, les enfants ne veulent pas obéir à leurs parents. Ils nous obéiront peut-être, répétaient les objets. Toutes les pendules s'étaient arrêtées, les robinets ne coulaient plus, le ferme-porte automatique ne fermait plus les portes, mais les ouvrait pour laisser passer les courants d'air. Les poignées des portes et des fenêtres refusaient de tourner. Mais Hermine, qui commandait les jeux des enfants, était aussi têtue que les choses. Ah, vous ne voulez plus nous servir, s'écria-t-elle. Eh bien, vous allez voir. La maison devint un champ de bataille. Les pendules refusaient de marcher. On les démonta. Le sol était jonché de cadrans d'aiguilles, de rouages, de ressorts. De toutes les entrailles d'une horlogerie frappée à la mort. Les robinets ne voulaient plus couler, on les démonta. Les enfants, avec le couteau d'Éric et ses 18 lames, dévissèrent tous les tuyaux d'eau, les canalisations et provoquèrent une inondation en démontant le réservoir. Faillirent noyer grand-père, Nounou et Maria. Ils démontèrent les serrures, les verrous, les portes. Ils démontèrent le chauffe-bain, ils démontèrent l'ouvre-porte automatique. Ils démontèrent le téléphone, ils démontèrent le poêle. La maison n'était plus que ruine, dévastation et désordre. C'étaient vraiment des enfants très entêtés. Et demain, décida un soir Hermine, avant de se coucher, nous démonterons le paratonnerre sur le toit. Il y eut un grand conseil de guerre des objets cette nuit-là. L'audace de ces petits hommes est insupportable, disait l'armoire à glace. Il faut prendre des mesures sévères. Il faut les châtier impitoyablement. Il faut leur ôter le goût de ces jeux stupides. Si on ne les arrête pas, ils sont capables de démonter la maison elle-même. Eux ou nous, rugit le peuple des choses. Et sur les ruines du piano démonté, les pincettes qui sont méchantes et le tournebroche qui est sanguinaire improvisèrent un chant de vengeance. Levons-nous tous contre nos ennemis, table et lit, accourons tous aux armes, pourchassons-les sans rêve et sans répit. Sus aux enfants qui causent nos alarmes. Le soleil se leva à l'aube sur une journée décisive. Chapitre 9. Où les aventures de nos amis, qui sont pourtant strictement vraies, commencent à prendre un tour absolument invraisemblable. Le secret fut bien gardé. Aucun miroir ne fut terni par le souci de dissimuler son attente. Nul tiroir ne grinça d'impatience. Aucun objet ne cligna de l'œil. Mais quand au chevet d'Hermine, les 4 enfants se trouvèrent rassemblés après le petit déjeuner, et le petit Jules avec eux, en un éclair, la descente de lit prit son vol, et la fenêtre s'ouvrit pour la laisser passer. Et avec elle, nos amis éberlués, Hermine, Jacques, Eric et Jules, soudain prisonniers d'une descente de lit, qui se promenait à fond de train dans le ciel. Avant qu'ils aient eu le temps de dire ouf, la descente de lit avait survolé le parc, pris de l'altitude au-dessus des tilleuls, et maintenant ils apercevaient la maison qui déjà se rapetissait à l'horizon. Et sur le perron, ces 2 petits points noirs qui s'agitaient en tournoyant, mais oui, c'était Nounou et grand-père. On voyait très bien la barbe de grand-père qui se dressait vers le ciel, et il mettait la main sur les yeux pour se protéger du soleil. « Mes pauvres petits enfants, disait-il. Mon petit Jules, pleurnichait Nounou. Ah, les galopins! Qu'est-ce que nous dirons à monsieur et madame quand ils reviendront? Ah, les galopins!
qu'est-ce qu'ils ont été inventés là? Les galopins se seraient très bien passés d'inventer un jeu aussi audacieux. Se trouver à 800 mètres au-dessus du sol sans rien pour vous protéger, sur une simple descente de lit qui n'a ni garde-fou, ni rampe, ni balustrade, c'est une façon de voyager qui donne le vertige. Il n'y avait que le petit Jules qui avait l'air de se trouver très à l'aise. Il s'approchait à quatre pattes de la frange de la descente de lit pour regarder le paysage. Il s'approchait tellement qu'il faillit passer par-dessus bord. Il fallut qu'Éric se précipitât pour rattraper le petit Jules par sa brassière. On l'attacha ensuite avec une épingle de sûreté au tapis, pour qu'il n'aille pas se casser le cou. Quelle émotion, dit Jacques, qui a retrouvé enfin l'usage de la parole. La descente de lit allait si vite que le vent emportait les paroles, dépeignait les passagers et leur refroidissait le bout du nez. Qu'est-ce que tu dis? Cria Hermine, et il dut crier encore plus fort pour répondre. Je dis, quelle émotion! On aurait dû se méfier. La descente de lit est un tapis persan. C'est l'amiral qui l'a rapporté de Bagdad. Et là-bas, tous les descends de lit sont plus ou moins tapis volants et à leur moment perdu. Pourquoi est-ce que les tapis volent en Perse? Demanda Jacques. Parce qu'il n'y a pas d'avion, petit sotte. Ah, dit Jacques qui ne trouvait pas l'explication très claire. Mais quand Hermine avait parlé, il se restait plus qu'à se taire. Et il était bien certain que les tapis volaient puisqu'ils étaient sur un tapis volant. Les faits sont les faits, on n'y peut rien. Jacques avait tout de même envie de poser une autre question. Dis Hermine, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'avion en Perse? Parce qu'il y a des tapis volants, bien sûr. Ah, dit Jacques, et il regarda le paysage. Ils étaient déjà bien loin de la maison. On venait de traverser une rivière qui brillait, au soleil comme les guirlandes argentées. De l'arbre de Noël, il y avait au-dessous d'eux une grande forêt dont les arbres tout ronds et verts ressemblaient de la mousse quand on les regardait du ciel. On sentait qu'il y avait un peu de vent en bas, parce que les arbres frissonnaient comme la fourrure d'un chat qu'on caresse à rebrousse-poil. Et à l'ouest, il y avait des collines avec des champs découpés en carrés, en triangles, des champs de blé couleur des cheveux d'Hermine, des champs de luzerne vert clé, des prés plus foncés, des champs de tulipes, des champs de tulipes de toutes les nuances imaginables, rose, bleu, jaune, rouge. On voyait aussi des routes étendues au soleil comme des serpentins blancs et même à l'est. Il y avait un passage à niveau avec un train si petit qu'il avait l'air d'un train électrique. Mais on voyait bien à son panache de fumée que c'était un vrai train. Les enfants auraient bien voulu s'arrêter, regarder le paysage s'orienter, mais la descente de lit avait l'air très pressée. Elles allaient vite, de plus en plus vite. Malheureusement, le soleil s'était tout à fait levé, et les enfants n'avaient pas trop froid. Ah ah, eh bien, ici il n'y a plus rien à démonter, peut-être allez-vous rester tranquille. Qui venait de parler? Ils regardèrent autour d'eux, c'était le coucou de la pendule, qui volait à tire-d'ail à côté d'eux. Et comme il avait l'air fatigué, il se posa sur un coin de la descente de lit volante. Malgré la fatigue, il avait un petit air narquois et impertinent. Si vous venez ici pour vous moquer de nous, vous tombez mal, dit Hermine. Nous sommes très contents de voyager, n'est-ce pas, Eric? Moi, dit Eric, j'avais toujours voulu être navigateur. Alors vous comprenez, quelle chance. Parlez toujours, reprit le coucou. Vous ne direz peut-être pas ça longtemps. La descente de lit va vous faire voir du pays et sans doute plus que vous n'en désirez voir. Vous demanderez bientôt grâce. Et il s'envola en ricanant méchamment. Si vous avez des commissions pour la maison, comptez sur moi, cria-t-il en disparaissant. À cette pensée, les enfants furent bien tristes. Sauf Jules qui suçait son pouce et faisait bonjour de la main aux petits nuages blancs qu'on croisait de temps en temps. La descente de lit avait encore pris de l'altitude. On arriva dans une région couverte et elle s'éleva à travers les nuages. On avait l'impression de marcher dans de l'eau ouate mouillée. Atchoum, fit le petit Jules.
Hermine le frictionna pour l'empêcher de s'enrhumer. On sortit enfin des nuages et on les survola. La descente de lit glissait au-dessus d'eux comme un traîneau sur la neige. Bientôt ils se trouvèrent au-dessus de la mer. Tu crois qu'elle va nous mener loin demanda Eric à Hermine. Je me le demande. Elle n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Où pouvons-nous bien être? Un cri aigu les fit sursauter. Une bande de mouettes rapprochait. Où sommes-nous demandèrent-ils. La plus vieille des mouettes leur répondit d'un ton rogue. Au-dessus de la Manche. Vous vous dirigez vers la Belgique? Elle les regardait d'un air méprisant. On voit bien que vous êtes des petits terriens. On n'a pas idée de poser des questions comme ça, comme cela. Si vous ne dirigez pas mieux, vous allez vous perdre. Qui commande à bord? Moi, dit Hermine audacieusement. Eh bien, vous ferez bien de faire couvrir vos hommes. Et vous n'allez pas avoir chaud en remontant vers le nord. Et votre équipage est vêtu en dépit du bon sens. Merci du conseil, répliqua Hermine. Mais je ne vois pas avec quoi nous pourrions nous couvrir. Tant pis pour vous, dit la mouette. Voilà ce que c'est d'être imprévoyant. Tant pis pour vous, répétèrent les autres mouettes, et elles leur tournèrent le dos. Les mouettes sont des oiseaux bien désagréables, pensa Hermine, mais il faut agir. Je prends le commandement, déclara-t-elle. Lieutenant Eric, vous serez mon second. Matelot Jacques, vous serez l'équipage. Quant à Jules, c'est le passager. Où est le passager? Le passager s'était endormi en suçant son pouce. Très bien, dit Hermine. Maintenant, il faut faire le point. Elle se pencha à plat ventre par-dessus la frange de la descente de lit. On apercevait au nord-est une côte. Ça doit être la Belgique. Au loin, un nuage d'oiseaux venait à leur avance. Commandant des pigeons par le travers, cria Eric. Les pigeons s'approchaient. Les enfants sortirent leurs mouchoirs et firent de grands signes aux oiseaux. Hermine mit les mains en porte-voix et cria. Ici la descente de lit à capitaine Hermine, compagnie de Petit Minet, port d'attache les glycines battant pavillon blanc. Ici, les pigeons voyageurs associés, compagnie de transport rapide, capitaine Rourou, port d'attache Invert, battant papillon, gorge de pigeon. Qu'y a-t-il pour votre service? Nous avons un bébé à bord, rien pour le couvrir. Très bien, répliqua le commandant. Des pigeons, nous allons nous en occuper. Et tous les pigeons piquèrent du bec sur la terre qu'on venait d'atteindre maintenant. Tous les pigeons comme un seul homme, ou plutôt comme un seul pigeon. Je crois qu'ils vont revenir. Sûrement, les pigeons voyageurs sont des gens très sérieux. 10 minutes plus tard, en effet, Jacques signala. Un vol d'oiseaux en vue à 1000 mètres au-dessus de nous. Ils prennent de l'altitude. Ils approchent. Les voilà. En tête venait une cigogne portant un biberon rempli de lait, un pigeon qui portait un pain, un autre avec un pot de confiture, le dernier avec du chocolat, et la cigogne et les 3 pigeons étaient suivis, une nuée d'oiseaux de toutes les sortes, qui portaient chacun dans leur bec une brindille. Il y avait des mésanges, des moineaux, des bergeronnettes, des bouvreuils, des rouges-gorges, des martinets, des hirondelles, des pinsons, des linottes, une outarde, des fauvettes, un rossignol, des sansonnets, un roitelet et même un martin pêcheur. Tout ce monde bavardait, pépiait, sifflotait, jacassait, chantant la chanson des oiseaux du ciel. Linottes et moineaux, mésanges et alouettes, palombes et tourneaux, vanneaux, bergeronnettes, finbec et bonnelles, mauviettes ou passereaux, bouvreuil ou hirondelles, volant bas, volant haut, nous chantons, nous bongeons, légers et tournoyants, courlis, pédris, pigeons, sous le soleil brillant. Linottes ou moineaux, finbec et bonnes ailes, nous sommes les oiseaux, le peuple ailé du ciel. Le nuage d'oiseaux bariolés survola en tournoyant le tapis volant qui continuait sa route. Chacun à tour de rôle vint déposer son fardeau. Et en quelques minutes, un grand nid de paille, de brindilles et de mousse fut installé au centre de la descente de lit, dans laquelle il n'y eut plus qu'à coucher le petit Jules, qui ne se réveilla même pas. Un grand nid moelleux et chaud, large comme un berceau.
Merci, merci, crièrent les enfants. Il n'y a pas de quoi, dirent les oiseaux. C'est la moindre des choses, hein, et en agitant leurs ailes en signe d'adieu, ils s'en retournèrent. Hermine donna le biberon au petit Jules et partagea avec Eric et Jacques le pain, les confitures et le chocolat, en prenant bien soin d'en garder pour les prochains repas. Chapitre 10. Comment, grâce à une descente du lit, ancien tapis volant de Bagdad, on peut aller au port Noir, sans se mouiller les pieds, sinon sans émotion. Ils survolèrent Bruxelles, Anvers, La Haye, Amsterdam. Les maisons tout en bas avaient l'air de jeux de construction. De temps en temps, on croisait un vol de canards sauvages ou un avion dont les passagers avaient l'air très étonnés de rencontrer. Comme cela, dans le ciel, une descente de lit avec une petite fille, deux garçons et un bébé, dans un gros nid d'oiseaux. Mais aujourd'hui, il ne faut s'étonner de rien. Vers le soir, ils arrivèrent en vue de la mer. Ça doit être de la mer du Nord, dit Eric, qui était très fort en géographie. Alors nous allons avoir froid. Oh, tu crois qu'elle va se décider à s'arrêter, cette méchante descente de lit? Chut, dit Eric, ce n'est pas la peine de l'injurier, ça n'arrangera rien. La descente de lit continuait imperturbablement sa route. Bientôt on rencontra de moins en moins de bateaux sur la mer. Il y avait de gros glaçons, comme ceux qui flottent sur l'orangeade l'été. Ce sont des icebergs, constata Eric, qui était réellement très fort en géographie. Mais alors, nous allons vers le pôle Nord, dit Hermione. J'en ai bien peur. Jacques se mit à pleurer. Je ne veux pas aller au pôle Nord, je ne veux pas aller au pôle Nord. Il trépignait sur la descente de lit, mais ça n'avait pas l'air d'impressionner le tapis volant. Il continuait à filer à toute vitesse. Les enfants étaient bien malheureux. Ils n'avaient plus du tout envie de démonter les pendules et de mener la vie dure aux choses. Ils avaient surtout envie de rentrer à la maison. Et pour comble de malheur, la neige se mit à tomber. Le petit Jules était bien au chaud dans son lit, mais Hermine, Eric et Jacques commencèrent à avoir vraiment froid. Il ne trépignait plus. Maintenant, il battait la semelle pour essayer de se réchauffer. Hermine eut alors une idée. Nous allons faire un igloo. Ils ramassèrent la neige qui s'entassait sur le tapis et ils se mirent à construire une petite maison ronde en neige durcie, comme celle que construisent les Esquimaux. L'igloo fut terminé quand vint la nuit, et ils y installèrent le nid de petit Jules, et ils rentrèrent eux-mêmes. L'igloo était très petit, mais très chaud. En se serrant bien fort les uns contre les autres, ils se réchauffèrent. Ils mangèrent un petit peu de pain et de chocolat. Le petit Jules termina son biberon, et les enfants se promirent, s'ils revenaient un jour à la maison, de ne plus faire de bêtises et de ne plus chercher à démonter tout ce qui leur tomberait sous la main. Ah, vraiment, dans le malheur, on ne se sent pas fier du tout, et on se repent de tous ses méfaits. Ils s'en apercevaient bien. Ils s'endormirent enfin tous les quatre, tandis que la descente de lit continuait sa course vers le nord. Quand ils s'éveillèrent le lendemain matin, ils crurent à une hallucination. On jouait du violon sur la descente de lit. Hermine mit la première le nez hors de l'igloo. Ce n'était pas une illusion. Un jeune homme était assis sur le bord de la descente de lit, les jambes pendantes, alourdies par la neige. Celle-ci volait très bas au-dessus des flots couverts de glaçons et de fragments de banquise. Le jeune homme avait installé une ligne qui pendait dans l'eau. Qui pendait dans l'eau, et tout en la surveillant, il jouait du violon. Eric et Jacques, qui avaient émergé aussi de l'igloo, reconnurent le musicien vagabond. « Ludovic » crièrent-ils. « Pour vous servir, mes enfants, je suis en effet votre ami Ludovic, votre meilleur ami. En réalité, je suis un ange, mais comme je m'ennuyais un peu avec les autres anges, j'ai été me promener sur la terre, et maintenant je suis en train de vous pêcher votre déjeuner, pendant que vous dormez comme des petits paresseux que vous êtes. »
À ce moment-là, la ligne s'agita et Ludovic retira la ligne au bout de laquelle pendait un gros poisson qu'il décrocha et mit dans sa gibecière. Puis il rangea sa ligne, posa son violon et tira d'un grand sac un nouveau biberon pour le petit Jules. Du pain, du chocolat, de la crème au chocolat, un gâteau à la crème, tout un repas enfin, délicieux et abondant sur lequel les enfants se jetèrent car ils avaient très faim. Eh bien, dit Ludovic en les regardant manger, j'espère que la leçon vous aura servi. Oh, oui, répondirent en chœur les enfants, et Eric demanda. Quand est-ce que nous allons rentrer à la maison? J'attends la maison d'une minute à l'autre, reprit Ludovic qui ajouta. Vous avez de la chance d'avoir été gentil et accueillant avec moi quand je suis arrivé chez vous. Sans cela, je vous aurais laissé à votre malheureux sort, et vous seriez mort de froid et de faim. Vous êtes un très bon ami, dirent les enfants, et nous ferons tout ce que vous voudrez. C'est très bien. Nous serons de bons amis. Jacques, qui posait toujours des questions, demanda. Mais pourquoi n'êtes-vous pas habillé en ange? Et pourquoi jouez-vous du violon? L'ange Ludovic soupira. Un ange, ça se fait remarquer. Et jouer du luth en robe blanche avec des ailes dans le dos, on admet ça dans les images, mais pas dans la vie. Alors pour m'occuper de vous, j'ai pris une forme moins bizarre, d'ailleurs. Mais il fut interrompu à ce moment-là par Eric qui venait de découvrir dans le ciel un point noir. Ce point noir grandissait et se rapprochait à vue d'œil. Qu'est-ce que c'est que ça, lui qui approche? Ça, répondit l'ange Ludovic. Mais c'est la maison, bien entendu. Chapitre 11. Ce qu'il advint de la maison quand les enfants s'en furent envolés sur le dos du tapis volant descendre de lit. Après l'enlèvement des enfants, la maison connut un repos tel qu'elle n'en avait jamais connu de pareil. Malgré les lamentations de Nounou, grand-père avait fini, en désespoir de cause, par se rendormir. Les gendarmes alertés étaient venus procéder à une enquête. Vous n'allez pas nous faire croire qu'en plein XXe siècle, nonobstant et subséquemment, les enfants peuvent s'en sauver dessus. Les enfants peuvent s'en sauver dessus une descente de lit, disait-il, et il riait très fort. Ha ha! En tournant leurs grosses moustaches entre le pouce et l'index. Nounou signala aux gendarmes la présence d'un bohémien qu'on avait vu rôder dans les parages les jours précédents. Nonobstant et subséquemment dire les gendarmes, ce sont des mots de gendarmes. Il ne faut pas faire attention. Ce doit être ce bohémien qui a enlevé vos enfants. Et ils montrèrent sur leur bicyclette à la recherche des jeunes disparus. La maison était donc parfaitement tranquille. Nicodème et Pulchérib mangeaient sans souci leurs mourons et leurs grains de mil. Le chat Léonard faisait sans être troublé la chasse aux souris et aux rats. L'escalier faisait briller au soleil ses boules de cuivre. Les casseroles étaient paisibles, les meubles demeuraient en repos et l'armoire à glace fermait les yeux voluptueusement quand un rayon de lumière venait la chatouiller à travers les persiennes closes. La maison était sage, silencieuse et abritée. Trop sage, hélas, trop silencieuse, trop abritée. Quand on a pris l'habitude d'avoir dans ses jambes 3 enfants, tapageurs et un bébé, quand on est accoutumé aux jeux, même cruels, aux cris, même stridents, aux inventions diaboliques, même divertissantes de 3 galopins, joyeux et casse-cou, on trouve un peu de changement à une maison sans allées et venues, à des couleurs normes et tristes, à des chambres où personne ne vient plus à se cacher, à une rampe d'escalier que nul fond de culotte ne vient plus polir et rendre brillante. Pour tout dire, la maison s'ennuyait, les pincettes bâillaient à s'en redécrocher la mâchoire, les miroirs somnolaient, l'armoire à glace engraissée et la cheminée prenait un air soucieux et pensif. Et puis tout de même, on a beau avoir un peu de rancune, pour être objet, on n'en a pas moins qu'un heure. Ce qui chiffonnait les
les choses, c'est que la descente de lit est emmenée sur son dos non seulement Erin, Jacques et Eric, mais aussi le petit Jules. Un nourrisson, disait le soufflet en soufflotant. Un nourrisson, c'est tout de même exagéré. La pitié qu'on avait pour le petit Jules s'étendit au fur et à mesure que les heures passaient. Aux 3 autres enfants, la descente de lit exagérée. Elles avaient dit qu'elles leur feraient faire un petit tour pour les punir. Mais ce petit tour se prolongeait singulièrement. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé, se soupirait la pendule que l'horloger du village venait de réparer. Moi, je ne leur en veux pas, disait le piano, que l'accordeur était en train d'arranger. Je dirais même qu'il me manque. Hermine est si jolie, reprenait un miroir. Eric si aventureux, disait le fauteuil du savon. Jacques si intelligent, et le petit Jules si fragile. La nuit venue, les objets dormirent très mal. Le chat Léonard marchait de long en large en miaulant. Mais qu'est-ce qui a pu leur arriver? Les serins Pulchérie et Nicodème avaient beau mettre la tête sous l'aile, compter jusqu'à 333, le sommeil ne venait pas. Quand ils eurent passé une nuit blanche, troublée encore par les sanglots de Nounou et les ronflements de grand-père, dont le sommeil était traversé de très vilains rêves, « Il faut faire quelque chose » s'écria l'armoire à glace. « Nous ne pouvons rien faire, dit le coucou, d'une voix faible. Si, nous pouvons aller à leur recherche, mais nous n'y songez pas. Mais vous n'y songez pas, ma chère amie. Une maison qui a au moins 200 ans, qui n'a jamais voyagé, un petit escabeau qui n'avait jamais parlé jusqu'à là, s'écria. Les voyages forment les maisons. Votons, conclut l'armoire à glace. Qui est pour le départ? Moi, crièrent toutes les choses. Qui est contre les parts? Moi, criait d'une toute petite voix aigre le coucou. À la majorité, moins une voix décréta. L'armoire à glace. Le départ est voté. Tout le monde est à son poste d'appareillage. Nicodème et Pulchérie aux fenêtres. Léonard sur le toit comme guetteur. Le soufflet, la cuisinière et les cheminées, aux machines et à toute vapeur, la radio en marche et l'équipage à l'action. Une, deux, criaient les pincettes d'une voix pincée. Une, deux, reprenaient les fauteuils et les chaises. Et le sot à charbon qui était devenu mécanicien chauffeur criait à tue-tête, car il avait été employé à bord d'un 3 mâts comme cuisinier. Larguez les riz dans les huniers. Il fallut que tout le monde y mette du sien. Une vieille maison bien enracinée dans ses fondations, ça ne se déplace pas comme ça, en 3 coups de cuillère à peau. On s'y reprit à plusieurs fois. On procéda par petites secousses d'abord, puis de plus en plus fortes. Ce n'est que vers 10 heures du matin que la maison et tout ce qu'elle contenait prirent enfin le large. Le sifflet de la bouilloire poussa un grand rugissement, et quand Maria et Nounou se penchèrent à la fenêtre de la cuisine, ils étaient trop tard. Le jardin n'était plus qu'un petit carré qui défilait rapidement sur leur nez, et un nuage entra d'un air impertinent. Dans la pièce, comme s'il avait été chez lui. Maria s'évanouit, et quand elle l'eut réanimé avec du vinaigre et de l'eau fraîche, Nounou courut réveiller grand-père. Il se leva, alla regarder à la fenêtre, une hirondelle lui passa entre la barbe et le cou, une étoile filante lui enleva son chapeau, et il pouvait apercevoir en bas des paysans qui levaient les bras au ciel en voyant passer la maison dans le ciel. Parfaitement, dit-il, et il se rendormit. Léonard demandait aux oiseaux qu'on rencontrait. Vous n'auriez pas vu une descente de lit avec 3 enfants et un bébé? Oui, répondaient les oiseaux, ils s'en vont dans cette direction. On les a vus passer il y a une demi-journée. Le soufflet, la cuisinière et les cheminées donnaient toute leur puissance. On prit de l'altitude et de la vitesse. Les souris, qui avaient l'habitude de se réfugier dans la cave, s'étaient installées sous l'escalier. Léonard avait bien d'autres choses à faire que d'aller les ennuyer. D'ailleurs, l'heure était venue de mettre fin aux divisions intérieures.
Union sacrée, avait dit l'armoire à la glace qui écliait. La barre à tribord, les machines à 30 nœuds, l'équipage à son poste. Coco le perroquet alla remplacer Léonard au poste de veille. Sur le toit, comme il était très fier de sa voix, il cria de quart d'heure en quart d'heure. Rien à signaler, tout va bien. Et une bande d'étourneaux qui passaient à une hauteur dans la maison lui jetèrent ironiquement. Tu as une belle voix pour le cinéma muet, vieux jeton. Car chacun sait cela, les étourneaux sont particulièrement mal élevés. Il y avait de grandes tiges de glycine et de lierre qui flottaient dans le ciel derrière la maison comme des algues tant qu'il fit jour. Toutes les fenêtres étaient ouvertes sur le beau paysage de ciel, de vagues et de terre lointaines en bas. Le soir venu, l'armoire à glace fit allumer les lampes pour que la maison ait ses feux de position, et que les oiseaux de nuit ne risquent pas de cogner contre les murs dans le ciel noir. La maison marchait à toute vapeur à 1000 mètres au-dessus du sol. On atteignit 30, puis 40, puis 50 nœuds. Comme on se fait à tout, Nounou et Maria avaient fini par trouver le voyage très amusant. Il fallut que grand-père vienne les chercher pour obtenir à dîner. Sans cela, elle serait restée à la fenêtre pour admirer le ciel, les nuages, le paysage. La nuit venue, le froid vint avec elle. On ferma les fenêtres, on tira les rideaux et on installait sur le toit de la paille pour les guetteurs qui avaient d'ailleurs la chance de pouvoir se réchauffer, tout contre la cheminée. Le lendemain matin, enfin, alors que Coco venait de relever Léonard, il aperçut à l'horizon la descente de lit. Les enfants sont en vue, cria-t-il dans la cheminée. Toute la maison fut sans dessus-dessous. On les a retrouvés, les voilà. Sont-ils en bonne santé? Le grand-père décrocha la longue vue de l'amiral Petit-Minet et il aperçut les 3 enfants, le petit Jules et l'ange Ludovic, qui agitaient des mouchoirs. Dieu soit loué, dit-il, ils sont vivants. Ce fut une belle danse dans la maison. Le piano jouait toute seule une polka, le tabouret avait entamé une farandole avec les chaises, et les fauteuils et le chandelier du salon failli même passer par-dessus d'or, car les chenets et la pendule l'avaient bousculé dans leur joie. Et Léonard, monté sur le toit, dansait la guigue avec le perroquet Coco, son vieil ennemi. Chapitre 12. Où tout est bien qui finit bien. Dès que les enfants furent montés à bord de la maison. Chapitre 12. Où tout est bien qui finit bien. Dès que les enfants furent montés à bord de la maison, Hermine reprit le commandement, et on mit le cap vers la France. La descente de lit, qui avait repris goût à son EHPAD de tapis volant, suivait en gambadant malicieusement comme un petit chien qui suit une automobile. Eric voulait absolument revenir par l'Amérique, mais Hermine objecta que les parents devaient être inquiets. On fit juste un petit crochet par New York. Les Américains ne furent pas contents du tout, eux qui avaient inventé les gratte-ciel. Voir une petite maison française venir les narguer, chatouiller les nuages avec ses étages au-dessus de leur capitale. Ils protestèrent, mais ils admirèrent l'audace des enfants. Des avions et des dirigeables vinrent leur rendre visite. On leur rapporta des jouets, des bonbons, des gâteaux. Grand-père s'était rendormi après avoir dit « Parfaitement !» Sur la route du retour, la maison rencontra des milliers d'oiseaux de France venus à sa rencontre qui lui firent un cortège. Hermine, Eric et Jacques, réconciliés avec les objets, promirent solennellement de ne pas démonter les pendules, les pianos, les moulins à café, etc. Ludovic jouait du piano assis sur le perron, et il jouait avec tant de douceur que lorsque la maison survolait pendant la nuit, les villages endormis, les habitants se réveillaient pour écouter la musique du ciel. Une semaine plus tard, la maison arriva enfin au-dessus du jardin et du parc, et elle vint délicatement se poser à sa place habituelle. Hermine avait commandé la manœuvre, c'est elle-même qui jeta l'ancre, c'est-à-dire les tiges de glycine et les racines de lierre. Il y eut une petite secousse, un choc,
et tout fut de nouveau comme avant. Une bonne épaisse et joyeuse grosse maison, confortablement installée dans son parc avec des murs blancs et un toit rouge, des volets verts, couverte de lierre du côté du couchant, tapissée de glycine du côté du levant avec des nids de chardonnerets et des cheminées qui fumaient paisiblement. Les enfants descendirent dans le jardin et ils jouèrent au bar, pendant que l'ange Ludovic, qui n'aimait pas rester inactif, se mettait à arroser les carrés de poireaux et les melons. Un peu plus tard, on entendit sur la route le claquement d'un fouet et le pas d'un cheval. C'était monsieur et madame Petit-Minet, qui rentraient à la maison après un séjour dans la propriété du général Dourakine. Ils embrassèrent très fort les enfants qui étaient bien contents de les retrouver. Grand-père ouvrit les yeux quand ils rentrèrent dans la maison. « Les enfants ont été bien sages ?» demanda madame Petit-Minet. « Parfaitement, répondit grand-père, et il se rendormit.